Michel, je pense que vous n'avez pas le Bonjour à micro tous, allumé. est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez les diapositives? On voit Oui, super bien vos diapositives, on vous entend très bien quand vous voulez. C'est parfait, Clément. Eh ben, on y va de suite, hein. Donc, on va passer une quinzaine de minutes à réfléchir sur la place de la télémédecine dans le parcours de soins du patient en insuffisance cardiaque avancée. Je me baserai essentiellement sur l'expérience qui est assez riche du CHU de Toulouse-Rangueil que vous avez ici en photo. Et ça recommence comme hier. Ça ne va jamais passer la première diapositive. Voilà. Donc, la base du concept de télésurveillance, c'est ce schéma. Quand vous avez une poussée congestive qui conduit à une hospitalisation, dans les 3 semaines qui précèdent, vous avez 99 fois sur 100 une phase de congestion asymptomatique qui précède. Et si on dépistait par des biomarqueurs cette phase, elle serait alors accessible à une majoration du traitement par voie orale de diurétiques, ce qui permettrait d'éviter les décompensations, donc les hospitalisations, et d'améliorer le pronostic in fine de nos patients, puisqu'une fois qu'ils sont hospitalisés, il y en a 8% qui ne sortent pas vivants de nos établissements. Cette télésurveillance, elle peut être basée sur des objets connectés externes ou sur du matériel embarqué. Les objets connectés externes comprennent obligatoirement en France la mesure du poids et on apprécie également les symptômes. On peut également mesurer la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, l'activité en mètres journaliers des patients, réaliser un électrocardiogramme. Et le matériel embarqué lui permet des mesures plus précises de l'impédance métrique thoracique par le matériel qu'il y a dans le défibrillateur interne et la pression artérielle pulmonaire par du matériel spécifique. Tous ces biomarqueurs vont être analysés par de l'intelligence artificielle qui va créer des alarmes avec beaucoup toujours de fausses alarmes qui doivent être analysées par du personnel compétent, le plus souvent infirmier, pour dégager le temps médical, et les cardiologues, au mieux, vont ensuite analyser les vraies alarmes pour proposer aux patients des réponses thérapeutiques adaptées. Nous, à Toulouse, on mesure essentiellement par ce qu'on appelle le Chronic Care Connect, Air Liquide, la pression artérielle, la fréquence, le poids et les symptômes auxquels on a rajouté depuis un an, justement, la pression artérielle, la fréquence cardiaque pour associer à la télésurveillance de la télétitration thérapeutique. Et on a également une surveillance des pacemakers Boston avec une impédance métrique essentiellement. Et puis, on a une expérience faible de la pression artérielle pulmonaire par le CardioMEMS. Voici par exemple ce qu'on a mis au point pour la surveillance des gens qui ont équipé un défibrillateur Boston. Grâce au commutateur Latitude, on suit l'équipe de rythmologie, les événements rythmiques, et l'équipe d'insuffisance cardiaque, les événements liés à la congestion que je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, on met, mais de manière très parcimonieuse, des CardioMEMS qui permettent de mesurer le niveau de pression artérielle pulmonaire. On vient justement d'en parler. Et là, c'est le nec plus ultra de la surveillance hémodynamique des patients. Mais ça nécessite la réalisation d'un cathétérisme cardiaque droit, puisqu'il va falloir mettre ce petit appareil que je vous ai présenté dans l'artère du pulmonaire inférieur gauche, ce qui nécessitera plusieurs semaines de double antiagression plaquettaire pour éviter la thrombose et donc la réalisation d'une embolie pulmonaire iatrogène. Alors, la télésurveillance externe, c'est déjà ancien. Ça a fait l'objet de nombreuses petites études ces 20 dernières années, dont la dernière méta-analyse Cochrane réalisée en 2015 a retrouvé des éléments positifs, puisque vous voyez, dans cette méta-analyse, il y a inclus près de 10 000 patients. C'est associé à une diminution du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et une diminution même de la mortalité. Le problème, c'est que depuis lors, les grandes études qui ont été réalisées, qui incorporaient à elles seules pratiquement autant de patients que la méta-analyse, ont donné des résultats très contradictoires, qu'elles soient réalisées aux États-Unis, avec une étude, vous voyez, de 1500 patients en Californie, Mitachef, qui n'a retrouvé aucun bénéfice de la télésurveillance sur les réadmissions précoces ou à 6 mois, ou en France, notre propre étude, l'étude que j'ai conduite aux ICAT, qui était basée sur la surveillance du poids et des symptômes, s'est révélée également
neutre, avec simplement une tendance à une amélioration du paramètre principal qui était les décès cardiovasculaires et les hospitalisations non programmées chez les patients les plus sévères, c'est-à-dire ceux qui nous intéressent aujourd'hui en insuffisance cardiaque avancée en stade 3 ou 4, socialement isolés ou simplement les plus compliants, c'est-à-dire ceux qui se pesaient 70% des jours où ils devaient le faire. Et cette étude est un fait positif simplement sur un critère secondaire, ce qui n'a aucune valeur. Dans ces 3 sous-groupes de patients, ce critère secondaire étant la durée entre l'inclusion et la première hospitalisation pour insuffisance cardiaque retardée par cette télésurveillance. Mais OSICAT nous a beaucoup appris parce qu'en fait, nous a montré ce qu'il ne fallait pas faire. OSICAT, c'était une surveillance non médicale. Quand il y avait une alerte, les infirmières d'Air Liquide à la centrale téléphonaient simplement aux patients pour leur dire d'aller voir leur médecin généraliste sans leur dire ce qu'il fallait faire, et sans guide thérapeutique pour le médecin généraliste, et ça ne marche pas. Et donc, on va probablement aller plus loin, notamment au vu d'une seule étude réellement positive récemment, qui est l'essai Team HF2, qui a été fait en Allemagne, qui est en quelque sorte le SAMU de la télésurveillance, puisque là, cette fois-ci, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par un cardiologue qui possède le dossier de chaque patient et qui possède de nombreux éléments pour le suivi, puisqu'il y a une mesure quotidienne du poids, des symptômes, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de l'électrocardiogramme qui permet de déterminer le rythme cardiaque tous les jours, de la pression artérielle pulmonaire. Et là, on a retrouvé une diminution du critère primaire qui était le nombre de jours perdus en hospitalisation et surtout, en critère secondaire, une diminution de la mortalité. Et donc, nous sommes en train de réanalyser, nous, nos données du programme ETAP. Le programme ETAP a permis en France d'avoir une expérience réelle de la télésurveillance avec une surveillance cardiologique, puisque c'était les cardiologues qui devaient obligatoirement assurer le suivi de ces patients, comme dans Team HF2, mais on ne faisait pas du 24 heures sur 24, on faisait simplement du 5 jours sur 7 aux heures ouvrables. C'est la télésurveillance à la française, et ça me va mieux dans mon mode de vie à moi et dans mon équipe aussi. Et donc, on va analyser maintenant nos résultats. On a inclus plus de 400 patients. Et vous voyez qu'on parle à peu près de ceux qui nous intéressent aujourd'hui à l'insuffisance cardiaque avancée, puisqu'on a essentiellement inclus des patients au décours d'une hospitalisation pour décompensation qui demeurait symptomatique, au moins en classe 2 d'ANYHA, avec des peptides natriurétiques qui restaient élevés. Et donc, on a réalisé une surveillance du poids et des symptômes associés, c'est la loi qui l'oblige, et très bien ainsi, à un accompagnement thérapeutique qui permet de faire participer le patient à son suivi et qui favorise l'observance des prises médicamenteuses, mais également de la télésurveillance, ce qui est indispensable à sa réussite. Parce que bien sûr, si on ne sert pas d'un outil de télésurveillance, il ne peut pas marcher. Et donc, on a une expérience de 400 patients avec les modalités suivantes. On surveille de manière journalière le poids et les symptômes. En cas d'alerte, c'est une infirmière du prestataire qui va appeler le patient et faire le tri entre les fausses alertes, 1 tiers, et les vraies alertes, 2 tiers. Traiter les vraies alertes simples, par exemple, un malade qui a oublié les médicaments, un malade qui n'a pas fait le régime sans sel depuis quelques jours, et nous adresser à notre équipe de cardiologues, mais également d'infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, les vrais cas positifs à traiter. Et donc, on va prendre une décision collégiale, pluriprofessionnelle, sur le type d'intervention thérapeutique que je décrirai tout à l'heure, avec l'appel de contrôle au bout de 24 heures. Et parallèlement, nos infirmières en nous font un diagnostic éducatif la première fois qu'elles rencontrent les patients au cours d'hospitalisation, puis vont décliner en 3 appels consécutifs les messages essentiels de l'accompagnement thérapeutique qui vont donner des règles de sécurité aux patients, expliquer l'intensité d'une observance du régime sans sel et des traitements, l'explication de l'autosurveillance des symptômes, etc., etc. Et puis, au cours du suivi, vont faire vivre cette éducation thérapeutique en suppléant sur les événements réalisés, survenus vraiment chez les patients. Et donc, il y a vraiment un enrichissement de l'accompagnement thérapeutique et de la télésurveillance. Voilà un exemple d'alerte gérée simplement par les infirmières du prestataire. Vous voyez que ce patient, vous avez sa courbe de poids. On a une augmentation rapide en 3 jours du poids qui prend plus de 2 kilos. L'infirmière l'appelle et il a oublié de prendre le week-end, il a oublié tout simplement d'aller les acheter, son diurétique,
et il suffit de reprendre le diurétique pour avoir dans les 48 heures une normalisation du poids. Et donc, c'est simplement ces éléments très simples réalisés par les infirmiers prestataires. Ça pourrait être réalisé également par nos infirmières. Voici l'expérience de nos 142 premiers patients. Vous voyez que c'était des patients qui étaient pratiquement en insuffisance cardiaque avancée, puisqu'ils étaient en stade 2 ou 3, et que à l'inclusion, le NT-proBNP moyen était de 5138, ce qui est quand même élevé, avec un pic VO2 à 14 minutes par minute, ce qui est également une fraction d'éjection moyenne à 29%. C'était essentiellement des patients qui avaient une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, un tiers de cardiopathie ischémique, un tiers de cardiopathie dilatée, et puis le reste de différentes étiologies qui étaient bien traités, puisque vous voyez, 92% étaient sous bêta-bloquant, 34% sous Entresto et le reste sous IEC ou ZARA2, et 80% sous antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, et tous quasiment étaient sous furosémide. Alors, voilà le diagramme des alarmes de ces patients. 25% de fausses alarmes traitées par le prestataire, 75% de vraies alarmes. Les 2 tiers traités également par le prestataire par question simple, uniquement finalement 220 alertes qui nous sont référées à l'équipe du CHU de Toulouse pluriprofessionnel, et nos infirmières à ce moment-là appellent le patient, apprécient un petit peu la gravité des symptômes et analysent l'origine de l'alarme, qui est dans 72% des cas liés à une augmentation du poids avec ou non des symptômes, et dans 28% du cas avec des symptômes seuls. Et nous répondons soit par télémédecine, dans 73% des cas, on ne déplace pas le malade, c'est pas la peine, soit dans 17% des cas, on fait, dans 30% des cas, on fait déplacer le malade pour des consultations en urgence, et on prend une décision qui, une fois sur deux, simplement, c'est une majoration, doublement de la posologie des diurétiques, avec un contrôle biologique à distance pour nous assurer de l'absence d'altération à fonction rénale ou de désordre électrolytique. Alors, cette télésurveillance permet une chose extraordinaire, c'est d'éviter le passage aux urgences, puisque s'il y a une alerte, elle est traitée, donc on n'a pas d'hospitalisation, ou si elle est trop sévère, elle aboutit à une hospitalisation directement en milieu cardiologique, donc on règle le problème des services de porte qui sont débordés. Par contre, il y a quelques faux négatifs. On a eu 3 patients qui ont été hospitalisés en état très grave, alors même qu'il n'y avait pas eu d'alerte, parce que quand il n'y a pas de syndrome congestif, quand il y a un choc cardiogénique d'emblée, on a eu un bloc auriculo-ventriculaire complet, on a eu une arythmie ventriculaire sévère. Quand c'est trop subi, eh bien sûr, on ne peut pas dépister le syndrome congestif quand il n'existe pas, quand c'est autre chose qui conduit à l'aggravation de l'état clinique de nos patients. Ensuite, on a une vingtaine de patients qui sont avec sous défibrillateur automatique de la marque Boston. On a activé le programme AirLogic. AirLogic, c'est un algorithme conçu pour détecter de manière anticipée une aggravation de l'insuffisance cardiaque en combinant 5 biomarqueurs internes, les bruits du cœur, on revient au galop, vous voyez, l'impédance thoracique est inversement proportionnelle à la teneur en eau du tissu pulmonaire, plus ça baisse et plus c'est grave, et la fréquence respiratoire, le niveau d'activité physique du patient et la fréquence cardiaque nocturne. Ça transforme tout ça en un index, l'index AirLogic, qui normalement est inférieur à 16. Et si c'est supérieur à 16, c'est pathologique. Et comme cet index est très sensible, en règle générale, on attend qu'il soit au-dessus de 16 pendant 15 jours pour agir. Voici un exemple. Vous voyez en haut l'index qui est supérieur à 16. Et quand on regarde les 5 éléments suivis, on constate essentiellement, c'est la ligne impédance métrique. On a une diminution nette de l'impédance métrique qui traduit une augmentation de la teneur en eau du tissu pulmonaire qui est associée d'ailleurs chez ce patient à une augmentation de la fréquence cardiaque. Et donc là, on a des éléments assez forts pour penser que cette personne fait un syndrome congestif pulmonaire préclinique. C'est le docteur Itier qui s'occupe de ces patients chez nous. Et voici les algorithmes qu'il propose quand on a un indice AirLogic supérieur à 16 depuis 15 jours. On regarde d'abord s'il y a une modification du traitement, notamment diurétique, depuis une semaine. Si c'est le cas, il n'y a pas lieu de le modifier. Si ce n'est pas le cas, on contacte le patient, on téléphone et on analyse avec lui la situation pour savoir s'il y a une cause à l'augmentation de cet indice en dehors d'un état de rétention hydrosonée. Par exemple, si le malade a fait une fièvre, une pneumonie. Si ce n'est pas le cas, on regarde la recherche de facteurs déclenchants, l'observance, le régime alimentaire, l'utilisation de médicaments nocifs comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la survenue d'arythmie, l'existence d'une ischémie, etc., etc. Et si ce n'est pas le cas,
on n'a pas de facteur déclencheur à traiter, on va traiter la rétention hydrique. Et comment on fait? Eh bien, c'est simple, on double la dose de diurétique pendant quelques jours jusqu'à retour à une diminution de cet indice. Et puis, on regarde les autres diurétiques. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la dose d'antagonisme des récepteurs minéralocorticoïdes en doublant la posologie de spirolactone si elle n'est pas à la dose de 50? Est-ce qu'on ne peut pas adjoindre un inhibiteur SGLT2? Est-ce qu'il ne faut pas améliorer l'éducation thérapeutique du patient qui consomme trop de sel? Et parallèlement, on regarde si on ne peut pas améliorer le traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Normalement, on aurait dû le faire avant, mais de temps en temps, on peut toujours se réveiller en augmentant la dose des IEC, en substituant les IEC par un Arnide, un Entresto, donc en ajoutant ce fameux inhibiteur LT2, en améliorant le contrôle de la fréquence cardiaque, etc., etc. Et demain, en utilisant, puisque ça va arriver maintenant dans les 6 mois, en utilisant un activateur de la guanylate cyclase, le Vericiguat, qui est un vasodilatateur non neuro-hormonal. Ensuite, est-ce que ça marche? Eh bien, on ne sait pas. On a cette étude, Manage-HF, qui nous montre que avant, après l'établissement du suivi par herbe logique chez les patients porteurs d'un défibrillateur automatique, eh bien, dans cet abstract, ça n'a pas encore été publié, on a une diminution des peptides diurétiques et une diminution de la fréquence de hospitalisation. Mais je suis assez circonspect parce que l'élément essentiel, c'est quand même l'impédance pulmonaire. Et antérieurement, on avait 2 études réalisées sur la télésurveillance embarquée par l'impédance pulmonaire à l'intérieur des défibrillateurs ou des stimulateurs multisites, notamment REM-HF sur plusieurs centaines de patients qui n'avaient pas marché. Donc, on verra bien l'avenir, je vous le dirai, puisqu'on est très impliqué avec le docteur Riquier dans ces suivis. Ensuite, on a quelques malades avec le cardiomème, ce qui permet de la mesure de la pression artérielle pulmonaire. On a beaucoup moins d'expérience que notre ami François Roubille, qui est également en Occitanie, mais à Montpellier, donc, qui m'a prêté cette diapositive pour vous montrer que quand il y a des pressions artérielles pulmonaires qui s'élèvent, il majore le traitement. Vous voyez ici, on a une pression artérielle pulmonaire systolique qui devient très, très élevée, à 80. Et là, il substitue les IEC par l'Entresto, il met un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes et ça améliore, ça normalise, ça abaisse le niveau de pression artérielle pulmonaire, notamment de pression artérielle pulmonaire diastolique, vous voyez, qui a été passé de 25 à 20. Moi, je lui ai dit que je n'ai pas besoin d'aucun paramètre pour augmenter l'Entresto et mettre un antagoniste récepteur minéralocorticoïde, puisque c'est une obligation médicale que de donner une dose maximale de ces produits et que le seul intérêt finalement, c'est de surveiller le furosémide qui, lui, est à dose variable. Quoi qu'il en soit, cette technique est malheureusement pratiquement morte, puisqu'elle a fait l'objet d'un grand essai thérapeutique qui a été présenté il y a moins de 6 mois, l'étude GUIDE-HF, où on a inclus environ 400 patients qui ont été randomisés pour être soit télésuivis par le système de mesure de la pression artérielle pulmonaire, soit non. Et ce sont des malades vraiment qui vous intéressent à vous, en insuffisance cardiaque avancée. Vous voyez, 65% de patients en stade 3, 70% de patients en stade 3 ou 4, donc vraiment des patients très sévères. Et cette étude est malheureusement neutre. Il n'y a pas de bénéfice au suivi hémodynamique de ces patients. C'est incompréhensible, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça a été peut-être parasité par la période Covid. Vous savez que ça a été très mauvais pour les essais scientifiques, la période Covid, puisque l'analyse des patients avant la période Covid est positive, mais bon, ça n'a intéressé que trop peu de malades. L'analyse pleine, elle, est négative. Donc, pour l'instant, il y a une diminution très nette des implantations de cardiomèmes, même dans des centres aussi favorables que celui de Montpellier. Alors, pour finir, 2 petits cas cliniques pour vous faire vivre ce qu'on fait tous les jours. Hein. Là, vous avez un patient de 55 ans qui a une cardiomyopathie dilatée primitive avec une FE à 21%. C'est un malade qui a eu une insuffisance cardiaque avancée, quasiment. Il est déjà sous 160 mg de furosémide. Il prend du sacubitril valsartan, du bisoprolol, de l'éplérénone à pleine dose. Il est sous anticoagulant et amiodarone. Et sa tension artérielle est basse, d'ailleurs, 91 Ch, 60 mm de mercure. Et il y a une alarme. Il y a une alarme. Donc, les infirmières de la centrale, du prestataire, nous font intervenir et ils nous envoient un message. Le patient a constaté une prise de poids de 2 kg qui ne s'explique pas et il confirme avoir eu beaucoup d'activité, il nous raconte un petit peu sa vie. Et par contre, il n'y a pas de symptômes. Vous voyez, le 11 février 2020, le patient a pris 2 kg récemment et il n'a pas de symptômes. Il a quand même
le ventre plus ballonné que d'habitude, c'est un peu plus essoufflé, mais ça n'a pas uniquement en se baissant, c'est une bendo-apnée, ce qu'on appelle, et donc elle nous demande ce qu'on en pense. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ce monsieur n'a pas de symptômes, il a pris 2 kilos. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais écoutez, nous, je vais vous dire ce qu'on a fait. On a majoré la posologie des diurétiques. On a suivi le poids qui s'est, vous voyez, nettement amélioré rapidement. On lui a envoyé par mail un contrôle biologique à réaliser au bout de quelques jours d'académie et de l'académie pour être sûr de ne pas faire de bêtises, et le malade s'est amélioré. Donc ça, on le fait quasiment de manière journalière sur plusieurs malades, sur plusieurs dizaines, parce qu'heureusement, il n'y a pas des alarmes pour tous les patients qui ont été suivis, mais sur des nombreux patients. C'est parfois plus difficile. Vous avez ici quelqu'un de 68 ans qui a une cardiopathie ischémique avec une fraction d'éjection à 35%, qui a un défibrillateur automatique implantable, mais ce n'est pas un Boston, il n'est pas suivi par Heart Logic. Il a une BPCO associée à sa maladie coronarienne qui a nécessité une revascularisation par pontage, puis une ablation d'une tachycardie atriale. C'est un patient diabétique. Il est en insuffisance cardiaque avancée, puisqu'il a 500 mg de furosémide, du sacubitril valsartan, du bisoprolol, de la spironolactone à dose modérée, parce qu'il a une tension artérielle basse, et puis il a le traitement de la maladie coronarienne. Et donc, ce patient ne prend pas du poids, mais nous décrit davantage de symptômes. Vous voyez, le 23 janvier 2020, il est plus essoufflé, il a plus d'orthopnée, il a plus de toux, il se sent plus fatigué, il est plus de faiblesse. Et là, on est toujours circonspect quand il n'y a pas d'augmentation du poids associée à une aggravation des symptômes. Et nos infirmières vont ensuite le rappeler pour un peu le cuisiner. Et en fait, la réponse était que le patient n'avait pas pris depuis quelques jours ces traitements de la BPCO. Et donc, ces anomalies respiratoires n'étaient pas liées à son état hémodynamique, mais liées à son état respiratoire. J'avoue que j'aurais bien fait également un dosage des peptides diurétiques. Quand on ne sait pas, eh bien, on déclenche en urgence un dosage des peptides diurétiques à distance. Donc, on fait une ordonnance au patient qui va de suite se faire prélever ou qui amène son infirmière pour se faire prélever. Et au bout de quelques heures, on a le NT-proBNP qu'on compare à la valeur de référence et là, on peut mieux s'appuyer. Après, quand on ne sait pas, il faut être modeste, il faut faire déplacer le patient pour l'examiner, parce que sinon, on pourrait aboutir à des erreurs, voire à des bêtises. Et donc, en conclusion, la simple télésurveillance du poids et des symptômes tels qu'on la réalise dans le cadre du programme étape permet pour nous un dépistage performant des signes précoces de décompensation, une orientation efficace des patients qui permet d'éviter le service des urgences, et dans une analyse de nos 200 premiers résultats qu'on a comparés aux résultats d'été aux ICAT, ça permet de diminuer de manière très significative les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et même la mortalité qui est liée. C'est des résultats qui sont en cours de publication, je ne vous ai pas présenté. Et ça permet le système qu'on utilise, un peu de publicité à Chronic Care Connect, c'est-à-dire à Air Liquide, qui nous paye des infirmières à la centrale, ce qui est rare pour ce type de prestataire, d'éviter 70% du travail que l'on devrait faire. Ça élimine les fausses alarmes, ça traite les alarmes vraies. Et donc, nos infirmières et nos équipes médicales ne se dérangent que pour traiter des vraies problématiques. Et on a l'impression que ça marche. Moi, personnellement, j'en fais bénéficier tous les patients du service en insuffisance cardiaque avancée ou même tous ceux qu'on a suivis. Voilà les messages que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel, pour ce super topo, très clair, très vif, comme toujours. Je pense qu'on a eu en effet l'essentiel des messages. Alors, le dernier message, c'est la diapositive sur les recommandations. Hein. Malgré tout ce beau travail, c'est une recommandation uniquement de classe 2BB. C'est quand même autorisé, puisque c'est maintenant recommandé, mais c'est une recommandation de niveau faible pour télésurveiller les patients, que ce soit par du matériel externe ou par du matériel embarqué. Et à votre connaissance, Michel, est-ce qu'il y a des études médico-économiques à grande échelle faites? On a fait une analyse médico-économique aux ICAT, on est en train de publier, mais comme aux ICAT n'a pas été positive, ça n'aura pas un grand intérêt de savoir si une étude neutre a un rapport coût-bénéfice. Mais à mon sens, aux ICAT, ça va démontrer que ce n'est pas onéreux de télésurveiller ces patients. Et donc, si on prépare une technologie comme maintenant on le fait dans le programme étape, on diminue drastiquement les hospitalisations, ça ne peut être que coût-bénéfice. Ça ne peut être que rentable pour la société.
Ça va être la question de fond. Ça marche. Mais merci beaucoup, Michel. À bientôt Merci à tous. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Guillaume, je te laisse faire le mot de la fin, peut-être. Merci à tous, en tout cas. Merci de votre participation. Effectivement, ce qui est compliqué dans la télésurveillance, je pense, c'est le point crucial, c'est la gestion des alarmes. Puisque si toutes les alarmes sont gérées en hospitalisation, c'est sûr que ça ne permet pas de réduire le nombre d'hospitalisations, ce qui est quand même l'enjeu. Donc, la formation de nos collègues paramédicaux et des médecins traitants, là aussi, la gestion des alarmes, comment on adresse le patient et comment on gère le patient avec des protocoles très clairs, c'est la seule façon, selon moi, de réduire les hospitalisations et d'améliorer le pronostic du patient. Donc, encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Et je suis très content de ces deux présentations qui complètent vraiment les premiers cours qu'on a déjà faits. Petit à petit, on monte. Merci à tous. Bon Allez, après-midi. bravo encore à tous et bravo à toi, Clément, pour ces magnifiques formations que tu nous offres quasiment journalières avec moi. Au revoir, à bientôt. Au revoir.